On estimait à peu près qu'il y avait à peu près 1500 personnes, 1500 Tunisiens qui quittaient les côtes libyennes par an pour traverser la Méditerranée. Et puis à partir de septembre, en fait, c'était 1500 par mois. En fait, j'ai vu ces chiffres-là, donc septembre 1500, octobre 1800. Qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'effectivement il y a plus de Tunisiens aussi qui quittent tout récemment, et aussi par rapport à toujours aux questions migratoires, je voulais te poser un petit peu la question de ce qui se passe au sud, puisqu'il y a cette frontière entre la Tunisie et la Libye, et que d'une part la déstabilisation de la Libye, d'autre part notamment les événements dont on a parlé récemment, à savoir les marchés aux esclaves, à savoir effectivement l'extrême violence qui est installée depuis très longtemps en Libye. Il y a toujours eu des débarquements, enfin des gens qui simplement migraient, arrivaient en Sicile, mais c'était pas un phénomène très connu, c'était peu de gens. Alors que maintenant ça a un peu changé. La raison principale de ces débarquements, enfin des gens qui quittent leur pays, ce sont des motivations économiques. Il y a quand même pas mal de mouvements sociaux, notamment dans les dernières semaines, s'appelle Fesh Nestenno, on attend quoi? Et il y a d'autres aussi comités collectifs qui sont nés auprès parfois des syndicats, parfois indépendants, parfois liés à la presse, parfois liés à des festivals artistiques. Et donc ça bouge, et ça c'est très important aussi à remarquer parce que moi j'aime pas donner l'idée des gens désespérés qui quittent leur pays. Il y a tous ces côtés-là. Aussi, la Libye, c'était un pays d'immigration dans le sens que les Tunisiens, comme beaucoup d'Africains, bougeaient vers la Libye pour travailler avant la chute de Kadhafi. Donc, même la crise en Libye a obligé beaucoup de migrants, même des Tunisiens, à quitter le pays à cause de l'instabilité politique. Il y a 2 parlements en Libye, il y a beaucoup de milices, la situation c'est encore plus difficile. Et par rapport à la frontière Libye-Tunisie, il y a toujours eu des tensions. C'est pas forcément lié à la migration, c'est surtout en escale de trafic. Je vais poser une première question à Philippe. Tu m'as dit c'est fabuleux, c'est vraiment c'est le film que j'avais envie de voir. Alors j'aimerais que tu m'expliques un petit peu plus quel écho ça fait. On reste trop souvent submergé par les chiffres. On nous donne des chiffres, on nous donne des chiffres, on nous donne des chiffres. Et la gestion actuelle de ce qui sont les naufrages fait partie de ces discours, de cette construction. Dans les ports où les survivants arrivent, les survivants sont triés et sont envoyés dans des centres de hotspots, etc. Bon, on peut parler de qu'est-ce qui se passe après des survivants, mais les corps passent sous la gestion de la préfecture de police et par la suite des mairies qui les enterrent avec des procédures assez expéditives. Ce film est très intéressant parce qu'il nous ramène à une perspective qui est autre, à la fois en Tunisie et en Italie. Catania plutôt que Pozzallo, plutôt que dans la côte sud au Lampedusa. On s'est aperçu que derrière cette image de gestion des corps, donc la gestion matérielle des corps des victimes de naufrage, il y avait toute une réalité, une matérialité et une proximité, une humanité qui était souvent cachée parce qu'on préfère ne pas rentrer dans ces discours, parce que sinon on commence à ne pas travailler avec la tête, on commence à travailler avec l'estomac. On a commencé à faire un travail, et là c'est un projet
qui s'est défini, qui s'est construit actuellement, à faire un travail sur ce on peut appeler ethnographie transnationale du deuil. Vous avez d'un côté souvent des familles qui cherchent et qui sont obligées à affronter un deuil en absence des corps. Alors vous savez que c'est une des choses les plus terribles au monde. On pourra parler des stratégies que les marins bretons ont, et c'est quelque chose qui nous fait penser pour effectivement combler cette manque. Et de l'autre côté, vous avez des gens, de ce côté, qui, de ce côté ou des deux côtés, parce qu'effectivement, ce qu'on voit à Zarzis, c'est aussi en Tunisie, qui ritualisent en l'absence des familles. J'ai été très frappé par le personnage de Mohsen qui en fait accumule ce qu'on pourrait appeler en fait un matériau pauvre autour de cette mémoire, c'est-à-dire des bouteilles, des objets comme ça qui arrivent sur la côte. Et en fait, on a l'impression que c'est une sorte de monument animiste en fait, et tout le discours qu'il a par rapport à cette idée que ces objets, qui sont des objets en plus de consommation, des objets plastiques polluants, etc., feraient partie d'une nature et qui feraient partie d'un paysage. En fait, on a l'impression effectivement d'un rapport extrêmement presque primordial à la nature, un rapport presque à quelque chose d'essentiel, un rapport cosmique. Il y a peut-être 10 ans, ou même avant, il y a eu des jeunes de Lampedusa qui ont commencé à recueillir les objets de la mer. Et leur idée, c'était justement de créer un musée des migrations où les gens pouvaient juste passer pour évidemment penser à chaque objet, ce qu'il y avait derrière. C'était très intéressant de lier les deux différents rivages par du symbolique qui était les cérémonies religieuses, et la conservation des objets de la mer, prendre soin de quelque chose de visible et invisible, visible quand il y a le corps, mais souvent invisible quand il y a la nouvelle des disparus. Et selon moi, c'est pas encore, comment on peut dire, travaillé par les gens, parce que je pense qu'un jour, on pourra se rendre compte du désastre dont on est témoin. Pour moi, ces gestes, ces actes privés d'une communauté qui vit cette expérience sont des façons de donner de la dignité, mais aussi de travailler sur la mémoire collective et sur la responsabilité collective et sur l'engagement collectif. Vincenzo dit qu'il est seul. Aucune organisation locale n'a pu l'aider pour les sépultures à ce moment-là. Je ne sais pas, quand bien même ce sont des migrants dont on ne sait pas s'ils avaient une spiritualité, on peut supposer que la plupart étaient musulmans peut-être, mais même une église chrétienne ou autre n'a pas bougé le petit doigt ou quoi que ce soit. C'est la mairie et les cimetières qui s'occupent de ça. Mais là, Vincenzo a fait quelque chose qui n'était pas dans l'ordinaire, c'était de se prendre soin des tombeaux. Pas toutes les personnes à Lampedusa comme lui sont positivement favorables à l'arrivée des gens ou au transit des gens, parce que les gens ne restent pas à Lampedusa. Donc, c'est pour ça qu'il se sentait tout seul. Il n'a pas eu les supports de l'île. Les corps, notamment actuellement avec les arrivées dans les gros ports, sont pris en charge par la Polizia Scientifica et par tous les gens qui sont censés mener des enquêtes et qui font éventuellement des autopsies et qui arrivent à déterminer la cause de la mort, etc. Les survivants sont traités comme des témoins s'il y a intérêt, sinon ils sont renvoyés tout de suite dans des autres spots. Donc il y a une gestion mécanique des corps qui souvent empêche des gestes de compassion. Et c'est pour ça qu'on se dit, si on va, au contraire, si vous allez dans les petits villages où après le périple, après leur trajectoire, les corps arrivent, c'est là où vous trouvez effectivement une possibilité
Après, il faut dire aussi que Lampedusa n'a pas, avant de devenir une île militarisée où il y avait une présence des dispositifs qui étaient en place, n'est pas particulièrement, ne bénéficie pas d'un système non plus technique de soutien assez importante. Quelle est la méthode que les Bretons ont trouvée pour parler des disparus en mer? Il y a un rituel qui se fait dans certaines communes de constituer un simulacre de la personne disparue, une petite poupée qui est enterrée comme si c'était la vraie personne. Donc tous les rituels se font autour d'une simulacre qui donne, si vous voulez, à la famille et aux proches la possibilité de passer le cap et de commencer le deuil, d'entamer un deuil. C'est qui est très, très important. Comme acte symbolique. Après, il y a toute une question légale. Ils sont bloqués face à cette impossibilité d'affirmer la mort d'un proche et du coup de passer à une phase suivante. On parle beaucoup de la traversée, c'est important d'en parler, mais il y a de nombreux morts en Libye. Il y a des nombreux morts peut-être plus nombreux, sans doute plus nombreux que dans la mer encore, mais dont on parle moins. Des morts dans le désert notamment, des morts aussi par crimes qui sont commis dans différentes villes libyennes, et j'en ai eu pas mal de témoignages malheureusement. Et puis il y a une forme de mort sociale qui attend la plupart d'entre eux quand ils arrivent en Europe, en Italie, en France, qui est la non-reconnaissance. Non-reconnaissance de minorités, par exemple, pour les mineurs isolés, qui concerne beaucoup d'entre eux aujourd'hui. Non-reconnaissance d'identité, tout simplement, parce que quand on ne donne pas les papiers, vous n'existez pas dans un pays, vous travaillez avec un autre nom, vous travaillez au noir. Et je me souviens d'un jeune migrant soudanais qui voulait aller en Angleterre et qui m'a dit « Tant que tu n'es pas des papiers, tu es une merde, tu n'es rien ». Voilà. Et c'était très violent. Surtout d'entendre ça de la bouche d'un jeune homme de 20 ans qui était formidable, comme le sont beaucoup d'entre eux, et qui avait fait un très long voyage pour arriver jusqu'ici, et qui aujourd'hui est en Angleterre. Voilà, pour sa chance.